Ok, alors bienvenue à tous sur le podcast de l'Atelier Fit à nouveau. Je m'appelle toujours Jean-Marie et c'est toujours Julien Pinault, monsieur Julien Pinault. T'as pas été anobli d'ailleurs hier soir pas encore. En obtenant les nano-7. Non, hier soir on était au... faut que je montre quelque chose. Faut qu'il monte ça quand même. C'était pour le lancement de la chaussure Nano 7, Nano 7 et donc on est arrivé là-bas et j'avais ça sur mon truc de locker quoi. Donc on y est presque, on commence quoi. On est pas loin. Sir Julien Pinault. Ouais. Ok. On est à Londres, donc voilà. Ouais. Actuellement on est à Londres et on vient de finir le Coaches Week qui a suivi le séminaire, on va vous en parler un petit peu plus en détail. Et donc là on est une journée après le Facebook Live qu'on a fait ensemble. Ouais. 2 jours après. 2 jours après. C'était hier ou c'était avant-hier ? Hier ou avant-hier, donc nous avons fait le Facebook Live et donc et après donc les 2 podcasts, Facebook Live et donc on en est à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on a eu beaucoup de questions. Il y a énormément de questions. Énormément de questions, on a eu 150 en tout, comme ça. Ouais. Et on en est à 13 000 vues, je crois. Sur le Q&A. Sur le Facebook Live, ouais, non, c'était... honnêtement, ça... Ouais, non, ça a vraiment bien marché, j'étais vraiment content. Sur votre podcast, il y a 12 000 vues aussi. Ouais. Donc ça a eu... Ouais, ça a marché plus vite et beaucoup mieux que ce que je pensais, honnêtement. Il y a l'air d'avoir vraiment ce besoin-là en France, donc ça me rassure et ça me rend content en même temps, quoi. Ouais. Alors on va peut-être expliquer un peu. Alors un séminaire, tout le monde sait ce que c'est. Il y en a beaucoup dans le CrossFit. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que le CrossFit qui fait des séminaires, heureusement. Qu'est-ce que la Coaches Week ? Alors on va prendre 2 petites minutes pour expliquer finalement qu'est-ce que c'est une Coaches Week, Julien. Oui, donc le séminaire déjà c'est pas quelque chose qu'on fait le samedi dimanche pour avoir une certification à la fin. Il n'y a aucune certification à la fin du samedi dimanche. C'est fait simplement pour pouvoir introduire les idées de StrongFit et les principes sur lesquels je base toutes mes décisions. Et donc Coaches Week, après, donc c'est beaucoup plus petit, il n'y a que 8 coachs en tout qui viennent pendant une semaine, pendant 5 heures par jour, de manière à ce qu'on fasse tout ce qui est côté application de la chose par rapport aux athlètes, comment appliquer tous ces systèmes et ces principes-là sur les athlètes, gens normaux, athlètes, tout le monde quoi. Ouais. Toutes ces applications-là. Le premier séminaire en France aura lieu à 100% CrossFit, il me semble, oui. En août. Oui, 12 et 13. Ouais, si je peux donner un conseil aux coachs qui veulent passer un cap, vraiment, sur tout cet aspect-là, c'est d'y aller. On vient de passer une semaine assez intense en termes de connaissances. On va parler de connaissances aujourd'hui, on va pas mal parler de connaissances. On a eu beaucoup d'échanges avec tout le groupe. Sachant que la Coaches Week était en nombre restreint, c'est un petit comité qui est resté après le séminaire. Et on a pu échanger beaucoup, avoir énormément de retours avec toi, avec Richard aussi. Oui. On ne voit pas en ce moment parce qu'il ne parle pas français, mais Richard Aceves. C'est mon bras droit, quoi. Pour tous ceux qui parlent anglais et espagnol, qui sont les Mexicains au départ. Mais c'est vraiment mon bras droit et il me suit depuis... Oh putain, ça va faire 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Vous pouvez pas trop le louper normalement physiquement, c'est assez solide. Le Mexicain Clark Kent, ouais. Alors, vous n'allez pas nous en vouloir au mois du cidre, c'est la fin de la semaine, voilà. Ouais. Et on s'est offert un verre de cidre. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de différentes choses. On va expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant le séminaire, surtout avec mon histoire qui sera plutôt qui pourrait être parlante pour beaucoup de personnes et voir en fait à quoi sert StrongFit. Ouais. Parce que StrongFit c'est pas des exercices de strongman pour s'entraîner à la force. Ça pas va du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il faut pas faire de mauvaises interprétations. Et on va en parler justement. Et derrière on va parler aussi de tout cet aspect mental dans le choix des exercices. Pour évaluer quelqu'un, pour trouver le fameux keylog, ce serait la pièce manquante. Qu'est-ce qui manque pour comprendre d'où viennent les problèmes de l'athlète, de la personne, parce qu'il n'y a pas que des athlètes. Et derrière, on va parler aussi de l'aspect mental dans les choix d'exercices pour la réhabilitation, tout ce qu'en fait Julien a mis en place et en fait qui finalement a un sens. Tout exercice a un sens. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens et que ça va captiver autant de monde que sur le premier podcast. On verra la différence entre douleur et intensité, même si pour moi c'était pas clair avant. Oui. Et ça va prendre du sens également. Mais là, on va juste faire un petit retour en arrière sur... si vous avez loupé l'épisode 2, venez le voir. D'accord ? Il est en ligne. Et on va parler de mon histoire. Parce que ça va exactement transiter juste après l'épisode 2 qui était la balance et les équilibres. Donc, on s'est vu samedi, donc sur le séminaire. Ouais.
Et on en a profité en fait pour discuter un petit peu de nos problèmes. Et l'idée de la Coaches Week, c'est de faire plusieurs évaluations. La mienne est particulièrement compliquée. Il m'est impossible de presser, de mettre des charges au-dessus de la tête. Donc snatch, vous oubliez. Handstand push-up, tête en bas, vous oubliez. Shoulder press, push press, vous oubliez. Ouais, c'est même n'importe quelle presse. Ouais, n'importe quelle presse. Même parfois les dips, trop répétés, ça me provoque un torticolis. Mais tu sens toujours quelque chose là, quoi. Ouais, ça ne va jamais. Voilà. Ouais, si il y a toujours quelque chose. Si vraiment je fais rien pendant une semaine ou deux, ça relâche un petit peu. Et le problème est que j'ai un espèce de trajet ici et je peux rien faire et ça me bloque complètement pour tourner, etc. Donc c'est là de toute façon, mais dès qu'il y a un push press ou quelque chose comme ça, tout part en sucette, quoi. Le lendemain matin. Alors l'histoire derrière ça, je faisais du rugby à haut niveau, j'étais payé pour ça et je me suis complètement disloqué l'épaule et j'ai eu une reconstruction complète de la coiffe de rotateur à gauche. J'avais une luxation qui est partie en postérieure. J'ai eu une luxation postérieure, donc on m'a replacé le bras à l'hôpital. J'ai eu une opération 3 ou 4 mois plus tard, parce qu'ils ne la font pas tout de suite, ils veulent vérifier si vous pouvez utiliser votre épaule. Je suis parti dans un centre très connu, le meilleur centre européen de rééducation, qui s'appelle Cap-Breton. Et après, j'ai pas rejoué au rugby à un niveau professionnel, ou en tout cas sous un contrat purement professionnel. Et après ça, donc j'ai fait tout le protocole de rééducation possible qu'on m'a demandé de suivre sur le court et sur le long terme. Et je me suis mis au crossfit et j'ai commencé à développer certaines douleurs, des douleurs d'épaule, et puis ça a commencé à monter. Et un jour, je me suis réveillé le lendemain complètement bloqué au niveau du côté droit du cou. Ça m'a alerté parce que ça descendait dans le trapèze, donc on s'est demandé si c'était un syndrome de l'angulaire, des choses. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais s'il y avait un problème de nuque aussi. Voilà. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ça a été genre le parcours, le chemin de croix, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Beaucoup de kinés du sport, beaucoup de médecins du sport, même si certains je les ai en haute estime, c'est pas le problème. Il y a des gens avec qui je travaille, il y a des gens avec qui j'échange beaucoup et qui m'ont aidé dans beaucoup de situations. Mais celle-là, elle est restée irrésolue. J'ai jamais pu represser correctement, je peux pas mettre de poids au-dessus de ma tête et j'essaye de faire avec. J'ai essayé beaucoup de méthodes différentes pour être rééduqué et la chose est que j'en ai pas trouvé. Et c'était toujours les mêmes protocoles. On a massé pas mal de fois, on a essayé de relâcher la tension derrière, de rééduquer les épaules, de rééduquer mon épaule gauche qui semble être plus faible que la droite aussi. Et je suis arrivé au point où je désespère un peu comme tout le monde et ils rigolaient avec ça, mais les gens viennent le voir quand ils ont essayé l'ostéo. J'ai fait le kiné, j'ai fait le massage, l'huile de requin ou de serpent. L'acupuncture, et après c'est l'huile de requin, le serpent. Après c'est le mec avec les. Acupuncture, j'ai fait. Le voodoo avec les grandes aiguilles. Je crois que j'ai essayé aussi les bulles de. Oui, il y a ça d'abord, il y a ça d'abord. Après c'est le voodoo avec les aiguilles de plus en plus grandes. Et après c'est moi. Voilà. Donc on est arrivé au séminaire, on a commencé à faire mon assessment. Donc je vais le laisser un petit peu expliquer finalement comment il fait son évaluation, en quoi elle consiste et qu'est-ce qui change. Oui, donc l'idée c'était, donc la dernière fois dans le dernier podcast qu'on avait fait, on regardait à la boîte et il y a énormément de ces blessures-là. Donc il y a deux types de blessures vraiment. Il y a la blessure qui vient graduellement, donc qui commence où, par exemple, ce qu'il a, c'est pas vraiment une blessure, c'est ça aussi pour ça que ils ont eu du mal. Ouais, j'ai peut-être oublié de le rajouter. J'ai fait des IRM pendant 2 ans où on n'a rien trouvé du tout, autant en termes d'épaule que de lésions musculaires au niveau des trapèzes. Il y a quelques mois, on a commencé à avoir une légère hernie à C6, C7 au niveau des cervicales, mais quelque chose de pas assez franc pour dire ok, ça c'est l'origine de ta douleur. Ça commence, donc le problème c'est que le problème commence à s'accroître. Donc il y a un moment qui en vérité très important, c'est vraiment la charnière, c'est-à-dire que le problème commence à devenir tellement mauvais que c'est plus simplement un spasme au niveau des trapèzes, ça commence à lui créer une herniation des vertèbres, quoi, parce qu'on dit toujours vertebrae en anglais. Je peux toujours pas parler français, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc, il commence à avoir un problème au niveau des vertèbres. Mais ça n'a pas commencé là, quoi. Donc, on a deux types de blessures. Le premier, c'est on se fait taper dessus, donc c'est l'épaule au rugby ou quelque chose comme ça. Et il y a celles qui viennent graduellement.
Et donc, il en est un moment où la blessure va arriver, mais n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un trauma suffisamment grand ici pour que ça se voit sur le... ça se dit IRM en français ? Ouais, sur le IRM, quoi. Et donc, on peut commencer à voir que déjà, au niveau des vertèbres, il y a déjà un certain effet parce que ça commence à pousser, quoi. Donc, une blessure qui arrive graduellement comme ça, qui n'est pas donc un choc physique directement, ça veut dire qu'il y a un mouvement quelque part qui se fait de la mauvaise manière. Et donc, si on continue à pousser ce mouvement, avec suffisamment de poids, suffisamment d'intensité, suffisamment de volume, les choses commencent à empirer. Ça part dans un spasme au niveau du muscle ici, et éventuellement, ça va jusqu'à la colonne. Donc, j'ai vu ça une centaine de fois, où ça commence dans les trapèzes, ça part dans l'épaule, ou ça part dans la nuque, ou les deux. Mais ça commence toujours au niveau des trapèzes. Donc, la grande question, c'est pourquoi. Et c'est là où il semblerait que la plupart des médecins aient un problème, c'est à comprendre pourquoi est-ce que ça commence. Étant donné que ce n'est pas un trauma, qu'il n'y a pas de déchirure du muscle ou chose comme ça, ils ne savent pas vraiment comment gérer la chose. Mon grand truc à moi, c'était de pouvoir comprendre pourquoi ça a commencé de manière à pouvoir le guérir. Et donc, pendant la Coaches Week, j'ai décidé de faire un assessment sur lui et pour voir exactement où le problème commençait, quoi. Et donc, première chose qu'on a regardé, c'est n'importe quel mouvement de presse, même la barre à vide, commence à faire mal, quoi. Ouais. Donc on voit bien que le problème était au niveau du trapèze, ça veut dire qu'il utilise ses trapèzes trop. Et donc, c'est pas une question de force au niveau des trapèzes, au contraire, c'est-à-dire qu'il utilise cette partie-là trop. Mon truc à moi, c'est toujours de penser que le corps est parfait comme il est, qu'il sait faire les choses correctement. Et donc, s'il y a un problème, c'est qu'on a merdé quelque part et qu'on a forcé le corps à faire un mouvement pour lequel il n'est pas construit. Et par rapport à ça, je me base sur l'évolution, essentiellement. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé cette semaine. C'est par rapport à l'évolution. L'évolution, ça nous a pris, pour être humain comme on est maintenant, il calcule entre 200 et 300 000 ans, depuis certaines espèces de singes jusqu'à maintenant, c'est 200-300 000 ans. Et donc, le principe de l'évolution, c'est que tous nos ancêtres qui n'étaient pas suffisamment capables de bouger correctement sont tous morts, et donc nous sommes les surviveurs qui sont allés de l'avant, et donc on a certaines règles qu'il faut suivre. Donc, c'est-à-dire que certains mouvements comme tirer et pousser, entre 200 000 ans, se sont créés d'une certaine manière, et il y a certaines règles qu'on ne peut pas vraiment faire en dehors de ça, sinon on a un mauvais levier, et le mauvais levier veut dire qu'on va se niquer les articulations. Et donc c'était un peu ce qui s'est passé pour Jean-Marie. Il a commencé à avoir le trapèze, mais non, la question c'était de comprendre pourquoi est-ce qu'il utilise son trapèze à ce point-là et pas autre chose. Et donc à partir de là, on a regardé, ok, donc s'il n'utilise pas le trapèze, qu'est-ce qu'il devrait utiliser normalement pour pouvoir aider à pousser tout ce qui est au-dessus de la tête. Et donc le grand truc, c'est qu'au niveau de la structure du press, tout vient du latissimus dorsi, c'est-à-dire que le muscle ici. Donc je ne parle pas vraiment du haut du dos, qui est très développé pour lui, où tout ça est très fort, je parle vraiment au niveau des dorsaux, quoi. C'est-à-dire le latissimus dorsi, le truc qui donne cette espèce de largeur au niveau du dos, quoi. Si cette partie-là commence à s'atrophier, on est forcé d'aller au muscle, c'est-à-dire du haut du dos, et de là on part vers les trapèzes, quoi. Donc, je le savais parce que j'ai vu ça déjà des centaines de fois, donc c'est un peu triché, mais je me doutais un peu, parce que je vois ça beaucoup avec le CrossFit. Si vous revenez au dernier podcast, on voit bien que la boîte n'est pas bien établie au niveau du CrossFit, et donc ça crée certains déséquilibres. Et donc, là on a quelqu'un qui déjà génétiquement a un haut du dos qui est très fort, mais ses dorsaux n'étaient peut-être pas développés suffisamment, il ne les a jamais vraiment entraînés de la bonne manière, et donc maintenant il arrive au CrossFit qui, avec la boîte de la façon dont elle est faite, force les choses vers les trapèzes, et donc ça a été ce qu'ils appellent le perfect storm, tout en même temps, quoi, c'est lié par rapport à mettre ça travailler, parce que les dorsaux ne faisaient pas leur travail, et donc comme de nouveau les dorsaux ne faisaient pas leur travail, il a fallu aller quelque part, chercher la puissance, et il l'a trouvé ici, quoi. Et donc, après ça, on a fait des tests pour voir si j'avais tort ou raison. Donc, on a commencé avec le tirage de corde. Ouais. Alors, vous allez voir une petite vidéo dans quelques minutes, je pense, postée sur l'assessment, sur l'évaluation, qu'est-ce qu'on a fait comme exercice. Tout ce qu'on a fait. Et donc, tirage de corde, donc ça s'est passé plus ou moins bien.
Ça commençait bien, ça n'a pas trop bien fini. Ouais. Et donc ce qu'on voyait énormément... C'est pas bien passé pour mes avant-bras en fait. Non, ou pour les biceps, ou pour le dos. Et ce qu'on a vu qui était intéressant, c'est que le bras droit avait l'air de lâcher d'abord. Et donc je me suis dit, c'est intéressant. Donc il y a eu tout un problème au niveau de l'épaule gauche, qui est toujours... Il est plus fort à droite parce qu'il est droitier donc. Mais il y avait tout un problème, et je voyais bien que le bras droit commençait à avoir des problèmes. Donc il semblait que surtout le dorsal au niveau droit semblait encore plus faible que le dorsal au niveau gauche. Et ça serait étrange dans un sens qu'il est droitier, donc ça devrait être beaucoup plus fort de ce côté-là. Pardon, toujours malade. Et donc, généralement, quand quelqu'un a un problème du côté fort, ça relève vraiment d'un problème au niveau de la structure. Révèle un problème au niveau de la structure, et généralement, ça donne des conséquences qui sont vraiment très très mauvaises, quoi. Et donc, dès qu'il a commencé à tirer sur la corde, j'ai vu qu'il utilisait trop le biceps à droite et pas assez le dorsal. Donc je me disais, ouh, ça c'est pas un bon signe, quoi. Et donc, à partir de là, on est parti sur ce que j'appelle le overhead yoke carry. Je sais même pas comment ça se dit un yoke en français. Je sais pas du tout comment ça se dit. Donc c'est le truc qu'ils font pour les compétitions d'hommes forts, qu'ils mettent sur le dos et ils se baladent avec les grands réfrigérateurs dessus, quoi. Et donc, mais je fais ça à bout de bras, quoi. Et donc il a dû, vous allez voir la vidéo, il a dû mettre ça à bout de bras et commencer à avancer. Et tout de suite, ce qu'on a vu, c'est que ce côté-là entier, en vérité, il montait tout de suite par rapport au trapèze. Il s'est retrouvé avec l'épaule à droite, shrug, à droite beaucoup plus qu'à gauche, quoi. Et donc ça prouvait bien que le dorsal à droite ne marchait pas correctement, et que donc il mettait toute la pression sur le trapèze à droite pour pouvoir compenser pour ça, et c'est ça qui est en train de niquer sa nuque, quoi. Et donc ce qu'on a fait après ça, c'est qu'on est parti sur une presse avec le sandbag, mais de manière à lui forcer à engager les dorsaux. Donc je vais expliquer ce qui se passait, et donc mentalement le forcer à engager les dorsaux spécialement à droite. Et on s'est rendu compte que de ce côté-là, tout d'un coup, il pouvait faire des presses avec, on est monté jusqu'à un sandbag de 40 kg, sans problème au niveau de la nuque. Et donc, ça prouvait bien que le problème commençait avec le dorsal à droite. Il y avait aussi un autre problème dont on s'est rendu compte tout de suite, c'est qu'à chaque fois que je lui demandais de faire une presse, il finissait avec un mouvement qui n'était pas mal. Et donc au lieu de s'arrêter ici avec le dorsal engagé, à chaque fois il faisait ça et il poussait la tête vers l'avant, forçant encore plus de tension par rapport au trapèze, quoi. Donc il y avait déjà le fait qu'il n'avait pas de dorsaux pour commencer suffisamment développé par rapport au haut du dos qui était trop fort. Et en plus de ça, on l'a forcé dans des mouvements avec les standards de CrossFit qui étaient mauvais pour lui. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter ici, qui est suffisant, il a fallu monter l'épaule et avoir la tête vers l'avant. Et donc tout ça, au lieu de s'arrêter ici, qui me permet de garder mes dorsaux engagés, maintenant ici, j'ai plus de dorsaux, je suis dans le trapèze, et maintenant, je suis dans le trapèze et la nuque, et c'est exactement comme ça qu'il a commencé à sneaker à droite. Donc dès que je l'ai arrêté de faire un mouvement qui était vraiment de forcer le mouvement, donc de engager les dorsaux, arrête de forcer le mouvement vers tes trapèzes, la douleur est partie. Ouais, c'était assez stupéfiant, on va dire. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi le choix du tirage à la corde et surtout pourquoi l'overhead carry? Pourquoi pas une barre classique au-dessus de la tête? Ouais, donc le grand problème aussi, pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas vu ça? Parce que donc, nous on a vu ça en une demi-heure, on a trouvé quelle était la cause du problème tout de suite, et l'idée c'était est-ce qu'on peut te faire une presse sans douleur? Si on y arrive, ça prouve bien qu'on avait raison. Donc on a fait ça en une demi-heure. Donc on a fait ça en une demi-heure, on a trouvé la raison et on a plus ou moins réglé le problème en moins d'une heure, alors que ça fait des années qu'il a cherché ça avec les plus grands docteurs qui n'ont pas pu le voir. Donc il y a certains tests qu'ils font qui ne marchent pas bien, quoi. Le grand truc pour moi, c'était que je voulais créer suffisamment de tension
pour forcer son corps à réagir d'une certaine manière, pour voir où le problème commençait. Et c'est pour ça que j'ai fait ce qu'on appelle le overhead yoke carry, parce que je voulais le forcer, mettre tout ça sous tension, suffisamment sous tension, pour que le problème vraiment saute aux yeux. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Et donc j'utilise le yoke et pas la barre, parce que la barre permet justement de stabiliser en montant, en descendant les épaules, alors que le yoke qui force à stabiliser vers l'avant et l'arrière, la forcer tout de suite à engager les dorsaux. Mais il faut bien comprendre que le yoke qu'on a utilisé, qui d'ailleurs était trop lourd, pesait plus de 80 kg et ne lui a donné aucune douleur. Parce que la stabilisation du yoke se fait avant-arrière, parce que le poids est en bas, au lieu d'une barre qui se fait en haut, en bas, qui est exactement ce qui a créé le problème pour commencer, quoi. Donc tout ça est un système qui est en place, qui me permet d'établir pourquoi les choses arrivent et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, quoi. Parce que tous les exercices que je choisis doivent suivre trois règles. Ils doivent montrer le problème, fixer le problème et donner un feedback à l'athlète pour qu'il voit lui-même qu'il y a un problème. Pas moi, parce que ça n'aide personne de savoir que moi, simplement, je sache qu'il y a un problème. Il faut que lui, il ait conscience d'un problème en se disant « maintenant, il va falloir commencer à bosser là-dessus, quoi. » Donc tout le truc, c'était toujours les trois règles. Montrer le problème, fixer le problème et donner le feedback au niveau de l'athlète. Et c'est pour ça que j'adore le overhead yoke carry et le tirage de corde, parce que ça montre le problème. Donc tirage de corde a montré que le bras droit commençait à lâcher, donc ça prouve bien que le dorsal au niveau à droite était un problème. Est-ce que ça va fixer le problème? Oui, s'il continue à le faire, ça va aider à engager le dorsal correctement, donc ça marche. Feedback, il s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème à droite, quoi. Overhead yoke carry, c'était pareil. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses quand je tirais les cordes. Pendant la semaine entière. L'overhead yoke carry donc, a montré tout de suite le problème. On a vu qu'il était... vous avez vu la vidéo. Il utilise ce côté à droite beaucoup plus. Est-ce que ça va fixer le problème? Oui, parce que ça va lui apprendre à baisser l'épaule et engager les dorsaux correctement. Et de nouveau, ça lui va donner le feedback dans le sens qu'il s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème, quoi. Ça. Et donc, en 1 heure, on a réussi à établir... ça ne l'a pas guéri, évidemment, parce que je ne vais jamais guérir quelqu'un en 1 heure, mais ça nous donne un plan pour aller de l'avant. Et j'imagine que dans quelques mois, il sera capable de faire des presses sans problème, sans avoir la nuque grillée le lendemain. Et d'ailleurs, on a fait des presses jusqu'à 35 kg, sans avoir de problème. J'ai dû changer sa technique, et changer surtout la position de son corps, et je ne l'ai pas laissé faire ça, surtout. Donc, est-ce que ça peut créer un problème en compétition? Oui. Mais je vais vous dire autre chose qui crée un problème en compétition, c'est une herniation d'une vertèbre cervicale. Ça peut créer aussi un problème en compétition. Et aussi autour de la compétition, avant et après. Donc, mon boulot à moi, c'est de m'assurer que pour l'instant, il arrête de se faire mal et qu'il ne crée pas une blessure où à 32 ans, dans 2 ans, il est niqué, il ne peut plus jamais soulever de poids au-dessus de la tête, quoi. Mon boulot à moi, c'est de m'assurer que ça n'arrive pas. Donc on va le faire travailler de manière à ce qu'il puisse tout reconstruire les dorsaux, arrêter d'avoir tout ici, de pouvoir recommencer à reconstruire sa presse, et de là revenir à un certain niveau s'il veut faire des compétitions. Mais de toute façon, même s'il fait des compétitions, il le fera cette fois-là sans se faire mal. Ouais. Alors c'est important de spécifier quand même que il y a quelque chose qui est revenu pas mal dans le séminaire, c'était ce n'est pas qu'est-ce que vous faites, c'est comment vous le faites. Ouais. Et alors déjà sur le mouvement lui-même, à partir du moment où on a changé les standards du mouvement, déjà, sans changer le mouvement réel, on a obtenu des meilleurs résultats. On s'est aperçu que j'étais incapable d'activer, encore une fois, sur une barre, j'étais incapable d'activer mes dorsaux, etc. Donc on sait que voilà, il y a ça c'était le premier, mais le deuxième problème c'était les standards du mouvement. Et ensuite c'était les standards du mouvement. C'était si je l'ai fait exactement comme je les ai appris moi sur du CrossFit Level 1, au jour d'aujourd'hui, j'en suis pas capable. Mais d'ailleurs, c'est un très bon point parce que c'est exactement ça le problème avec le CrossFit maintenant, c'est que les standards de mouvement sont faits pour quoi? Ils sont faits pour la compétition. Ouais. Ils sont faits simplement pour qu'en compétition, le juge dise oui ou non. Mais CrossFit, il y a le CrossFit le sport, les CrossFit Games, et il y a CrossFit le système d'entraînement. Ouais. Le système d'entraînement est basé sur une chose, et une chose seulement, vous soyez plus fit. C'est tout. Et vous savez quoi? Quand il y a une herniation d'un disque vertébral, c'est pas être plus fit, ça. Quand on peut plus faire de press parce que on se réveille le lendemain qu'on peut plus bouger la tête, ça n'est pas être plus fit. Donc le système d'entraînement
ne doit pas être sujet à des standards de mouvement qui forcent certaines blessures, quoi. Une compétition, un sport, c'est autre chose. Il s'est fait mal au rugby, oui, on va se faire mal au rugby. Le mec, il arrive, on va se faire mal. Mais c'est un sport, c'est accepté. Mais on ne fait pas de sport en compétition au niveau du rugby simplement pour se mettre en forme, quoi. À moins peu, mais c'est très con quand même. Si on veut que ça, tu vois, je vais perdre 10 kilos, je vais aller faire du rugby en compétition au niveau professionnel. Ça existe, c'est pas la meilleure manière de le faire. Mais donc, il y a le CrossFit, le sport, donc, où certaines blessures vont arriver, c'est accepté parce que c'est un sport et on fait tout ce qu'on peut pour gagner. Et il y a CrossFit, l'entraînement, et ça, c'est l'effet que pour une chose seulement, pour se mettre en forme ou en meilleure forme. Ça n'a jamais été pour gagner des compétitions. Maintenant, quand on est au point où il y a les CrossFit Games qui sont devenus ce qu'ils sont devenus, ils font faire une distinction entre les deux. Il y a le CrossFit Games et il y a le CrossFit, le système d'entraînement. Ça n'est pas la même chose. Et donc, pour l'instant, il est dans le CrossFit, le système d'entraînement, où on va pouvoir se débrouiller pour qu'il puisse faire des presses au-dessus de la tête sans se niquer la nuque complètement. D'accord. Pas la même chose. Ouais. Et voilà, ça fait réfléchir en se disant que moi, en tant que coach, j'ai gardé le même standard et j'ai continué à me blesser. J'avais pas la possibilité de feedback pour me dire, tiens, il y a sûrement d'autres moyens de faire. Ouais, et ce qu'il faut... Si tu enlèves le standard, tu peux garder ce press. Tu peux garder un press en attendant de... Exactement. On ne dit pas, à partir du moment où votre épaule marche parfaitement bien, voilà. Vous avez un besoin de changer. Il n'y a pas besoin de changer. Mais quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout? Ou est-ce qu'on trouve le moyen de travailler? Et ça a été très intéressant là-dessus aussi avec le sandbag, qui pour une raison différente de la barre est beaucoup plus efficace pour se mettre dans une bonne position. Tu peux en parler si tu veux. Ouais, c'est simplement une question de levier. L'évolution, pendant 200 000 ans, tout ce qu'on a soulevé était entre les mains. Forcément, il faut les avoir d'abord. Donc le poids, le levier amène toujours vers le torque, vers l'intérieur, quoi. Ça collapse toujours vers l'intérieur. Et maintenant, on a créé la barre. Les barres, les poids sont à l'extérieur. Et donc, dès qu'on commence à soulever, les poids vont vers le bas. La barre commence à plier vers le haut. Et donc, ça a changé le levier complètement. Au lieu d'avoir le poids qui va vers le torque interne, le poids va vers le torque externe. Et donc, ça a changé complètement au niveau des leviers, au niveau de l'ingénierie mécanique de la chose. Ça a changé complètement au niveau du levier. Et donc c'est pour ça que quand on parle de fonctionnel, on parle d'imiter la nature, on parle d'un sandbag est beaucoup plus fonctionnel qu'une barre, une haltère, quoi. Ouais. Alors, il y a eu des exemples criants comme ça dans le séminaire. On va dire, c'est pas possible, il fait la promotion du séminaire. Oui, j'en viens et sincèrement, j'ai été un peu bluffé. On ne semble pas se poser la question, alors les strongman diront peut-être, ouais, moi je le savais. On ne semble pas se poser la question du type d'outil qu'on utilise. Une barre, c'est une barre. Vous verrez que non, on n'est pas tous faits pour pouvoir utiliser une barre et on n'est sûrement pas fait pour, à la base, utiliser une barre. Des choses... Non, on peut le faire quand même, mais il faut comprendre la différence entre les deux, de manière à pouvoir s'adapter à un nouveau levier, quoi. Et c'est des choses qui ont été comme ça, plutôt comme des révélations, on va pas parler d'épiphanie cette fois-ci, mais voilà. L'histoire des grands dorsaux, moi j'ai passé je ne sais pas combien de temps à essayer de trouver des professionnels capables de m'expliquer ce qui se passait. Il n'y a pas une personne, même quand je me suis cassé l'épaule, qui m'a dit attention, physiquement déjà en vous voyant, vous n'avez pas de dorsaux bien développés. C'était évident. Et voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des choses pas possibles avec mes épaules. Et j'ai pas vu d'amélioration. Et là, ça m'a mis quand même devant des limites. Je veux dire, même si demain, j'avais pas la solution immédiate je voyais pas les conséquences immédiates, je sais que de toute façon, je perds pas mon temps à le faire. Ouais. Parce que visiblement, il n'y a pas de dorsaux, donc voilà. il faut les bosser. Donc il a le haut du dos très très développé, mais en vérité, il n'a pas de dorsaux, donc ça peut... il faut savoir ce qu'on regarde, parce que sinon ça peut vraiment être facile de voir le haut du dos tellement développé en disant « Ah, il a un dos, tout va bien. Ouais. » Il a un dos, mais il a la tissu dorsi, ça il n'a pas. Ouais. Ouais. Encore une fois, c'est comment vous le faites, c'est pas ce que vous faites. J'ai fait énormément d'exercices en pensant travailler les dorsaux. Parce que j'avais entendu effectivement dans une vidéo avec Barbell Schraub, etc., qu'on devrait monopoliser beaucoup plus l'isolation des grands dorsaux pour les faire fonctionner. J'en ai fait énormément, j'ai fait énormément d'exercices en tirage.
mais j'ai jamais activé les dorsaux. J'ai activé tout ce qui est autour. J'ai d'énormes grands ronds, petits ronds qui sont hyper développés et qui prennent la structure. C'est une structure qui est au-dessus des dorsaux. Donc ça fait toujours pas son boulot et ça renforce les trapèzes et toutes ces choses-là. Et donc on voit ça parce que dès qu'on lui a demandé de faire les dorsaux, à chaque fois il ramenait le coude vers l'arrière comme ça, de manière à pouvoir aller vers le trapèze. Donc le purpose, la mission. La mission des latissimus dorsi, des dorsaux, c'est garder les épaules vers le bas. Donc dès qu'on ramène le coude vers l'arrière comme ça, l'épaule monte, on va vers le trapèze. Le truc, c'est de pas ramener le coude vers l'arrière, c'est de ramener le coude vers le bas. Donc c'est pour ça que je voulais la pull down et tous ces trucs-là, c'est activer les dorsaux comme ceci et pas comme cela. Et donc à chaque fois qu'il faisait une traction, il se retrouvait ici, vers les trapèzes, vers le haut du dos, au lieu d'être ici, vers les dorsaux. Et ça a l'air d'une distinction vraiment minuscule, quoi. Quelle est la différence entre ça et ça? Un monde entier. C'est ça la différence. La différence, c'est une vertèbre cervicale qui est en train de partir, quoi. Simplement parce qu'il y a un déséquilibre qui a forcé un mouvement qui n'était pas naturel, et avec l'évolution, nous donnant les règles qu'elle nous a données, et on commence à casser, quoi. Et donc c'est littéralement aussi simple que ça. C'est pas simplet, c'est simple, qui n'est pas du tout la même chose. C'est différent. Oui, c'est très différent. C'est même pas simpliste. Oui, c'est pas simpliste, c'est simple. Et il y a une énorme différence là-dessus. Alors, si on extrapole un peu, si on se projette, comme tu as fait avec les personnes que tu dois fixer, que tu dois réparer, tu mets en place une réhabilitation, une rééducation, d'accord, qui comporte certains principes. Donc, par exemple, dans mon cas, elle n'y dérogerait pas, ce serait toujours les mêmes principes. Oui, les principes sont toujours les mêmes. Donc on a toujours la boîte dont je parlais la dernière fois. Il faut être sûr qu'on égalise la boîte. Et donc de toute évidence, il y a certains déséquilibres qui sont créés. Donc la boîte n'est pas correcte. Donc ce qu'il a fait en vérité, c'est que même dans les mouvements où je voulais qu'il le fasse en plan frontal ou dans le plan sagittaire, peu importe, sagittal, il a triché, quoi. Il s'est débrouillé pour utiliser certains muscles et pas d'autres. Et donc maintenant, il va falloir qu'on soit sûr qu'il développe tous ces muscles d'une manière équilibrée et dans les plans de mouvement que je veux et tout ça. Donc il y a un énorme travail au niveau neurologique de sa part, parce que maintenant, il va falloir qu'il apprenne des mouvements nouveaux avec des muscles qui ne sont pas bien développés. Donc ça, au début, ça va être très dur. Il a l'habitude d'être rapide, fort et tout ça. Et il va se retrouver dans des positions, dans des mouvements qui vont être vraiment compliqués parce qu'il n'a pas l'habitude de faire de cette manière-là. Donc il y a tout un travail préparatoire par rapport à ça. Et ça va être ça le travail de rehab pour lui. Ça va être, vous vous rappelez Kill Bill, on lui dit bouger le gros orteil. Ça va être ça au départ, quoi. Ça va être arriver à engager les dorsaux et pas les trapèzes. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. On va rester dans le thème, parce que c'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé et qui, dans ce cas-là, match énormément. C'est la différence entre la douleur et l'intensité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc déjà, on va revenir, pourquoi l'intensité? Tout le monde parle de l'intensité. Je ne pense pas que les gens expliquent pourquoi est-ce que c'est tellement important. C'est avec quelque chose que j'avais lu au départ avec Abid Jaef. Abid Jaef, c'était le grand coach bulgare qui a vraiment révolutionné l'industrie de l'haltérophilie. Il avait écrit un article il y a très longtemps, au début de sa carrière, où il voulait expliquer je crois que c'était la fédération bulgare, pourquoi il fallait changer le système d'entraînement. Et il avait utilisé un fait biologique qui est que le plus grand le stress, le plus grand est la qualité de la protéine produise. Donc ça veut dire vraiment que le plus grand le stress, dans notre cas à nous, la plus grande la qualité du muscle produit. Et donc ce qu'il voulait, c'était montrer toujours l'intensité de manière à pouvoir produire un muscle d'une plus grande qualité. Et donc lui, il a créé un système où vraiment il appliquait le stress, on va dire. Il a niqué tout le monde au passage, mais ça c'est un autre problème. Donc c'est pour ça que l'intensité est aussi importante, quoi. Ouais, il y a cassé quelques un ou deux ici ou là, quoi. Donc l'intensité nous permet d'avoir donc entre autres choses des muscles qui sont d'une plus grande qualité. Tout progrès vient de l'intensité, quoi. C'est quelque chose qui s'appelle l'hormèse, qui est par exemple comme ça qu'on prend un bronzage.
Il suffit de brûler la peau de manière à ce qu'elle réagisse et crée une défense. Donc tout ce qui est progrès se fait par rapport à une défense contre un certain danger, quoi. Donc si on fait, l'hormèse, c'est une réponse favorable par rapport au stress. Si vous passez trop de temps au soleil, que vous vous brûlez, vous n'avez plus de bronzage, tout simplement, vous perdez un peu de peau, quoi. Donc il faut bien comprendre, c'est une réponse favorable par rapport au stress. Donc on ne peut pas trop stresser, il y a toujours un moment donné où c'est un peu trop. Donc l'idée, c'est toujours de pouvoir avoir le plus d'intensité possible sans casser le sujet, de toute évidence. Et après ça, tout est une question de flot sanguin, quoi. Il y a pas mal d'études là-dessus, ça s'appelle quelque chose capillaire, quelque chose, et qui sont en train d'étudier vraiment, et l'importance du flot sanguin, je pense, est vraiment mal comprise. Pour moi, les plus grands résultats que j'ai vus, c'est toujours par rapport à une grande intensité, un grand flot sanguin. Mais bon, ça c'est quelque chose dont je parlerai. Tu disais qu'il y avait un Canadien qui t'avait exposé la Ouais, théorie. c'est le chiropracteur numéro 1 au Canada en ce moment c'est quelque chose qu'il étudie beaucoup. Et ça m'intéressait vraiment d'en parler avec lui parce qu'on avait une conférence, lui et moi, sur Facebook. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai vu les mêmes choses. Moi, avec mon entraînement, ce que je fais ramène énormément de flot sanguin par rapport aux muscles. Et c'est comme ça que vraiment j'ai guéri certains problèmes comme ça. Et je sais que moi, la première chose que je dois faire, c'est qu'ils sentent l'afflux sanguin au niveau des dorsaux. Si je peux avoir ça, je sais que je vais commencer à gagner. Au niveau neurologique, ça semble être la chose la plus importante. Quelque chose que les physioculturistes savent. Ouais. C'est quelque chose qui a du sens parce que le massage, c'est un afflux sanguin. Exactement. Les bulles d'air, l'acupuncture, c'est un afflux sanguin. Les bulles d'air, je sais pas quoi, cupping méthode, c'est un flux sanguin. Voilà. Et même les injections de. Tu sais, ils vont dans une zone qui est très peu capillarisée et ils refont une injection de votre sang qui a été centrifugé, etc. Donc, oui, ça a du sens. Oui, et il n'y a pas encore énormément d'études là-dessus, mais un jour ou l'autre, la science va valider ce point-là, quoi. Ouais. Je sais qu'il y a quelque chose de très important là, je n'ai pas encore vu les trucs scientifiques, mais mon expérience, les choses que j'ai vues, tous les principes vont vers le même côté, quoi. C'est une question d'intensité et de flot sanguin. Si on a ces deux choses-là, c'est comme ça qu'on va gagner, quoi. Et cette intensité, ce flot sanguin, et aussi pourquoi je crois que les exercices, par exemple, qu'ils te faisaient ne marchent pas, parce qu'à un moment donné, il n'y a aucune intensité, aucun flot sanguin. Quand on fait ces conneries-là après 6 semaines, le corps n'a pas plus besoin de réagir, quoi. Ouais. Il n'y a aucune intensité, parce qu'au début, c'est nouveau, donc il y a une certaine intensité, donc on amène le sang et tout ça, et puis ça s'arrête, parce qu'on n'a jamais continué à agrandir l'intensité, donc le corps n'a aucune raison de continuer le progrès, et au bout de 3 semaines, 4 semaines, ça ne marche plus. Et donc pour moi, l'idée, c'était de trouver des exercices où je peux continuer à accroître l'intensité et le flot sanguin, mais sans casser les jambes. C'est toujours le problème, parce que, par exemple, on commence avec tout ça, ça marche. Je passe par rapport à l'arraché, oui, je vais accroître l'intensité, on est bien d'accord, mais je vais aussi le casser, lui. Donc, il fallait que je trouve un moyen qui me permette d'accroître l'intensité et le flot sanguin sans casser les jambes. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce qu'ils appellent le WES, qui est W, c'est pour weight bearing, c'est-à-dire mettre du poids sur la structure. E, c'était pour excentrique, et S, c'est pour skill, qui est le niveau technique, voilà. Ou l'habileté technique. L'habileté technique. Donc, si j'ai un WES qui est très bas, c'est-à-dire que très bas, donc il n'y a aucun weight bearing sur la structure, il y a très peu d'excentrique, il y a très peu d'habilité technique, ça veut dire que sans habilité technique, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Excentrique, ça veut dire que je ne vais pas contre le muscle, donc je ne vais pas briser le muscle, je n'ai aucun soreness. De dommage au niveau structurel. Et parce qu'il n'y a jamais eu de poids sur la structure, je n'ai aucun dommage au niveau des joints. Et donc, ces trois-là, quand ils sont vraiment très bas, ça me permet de monter l'intensité à un niveau énorme et de continuer à faire ça semaine après semaine, semaine après semaine. Et donc, si je peux accroître l'intensité et le flot sanguin, je sais que je vais pouvoir guérir les blessures plus vite et accroître le progrès. Et donc, on arrive à un moment donné où l'intensité devient douloureuse, quoi. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'adore ces exercices-là, c'est que les gens confondent intensité et la douleur. Donc, ça a commencé avec René Descartes, donc il y a 500 ans, 550,
qui avait, à l'époque c'était une découverte pour la médecine en parlant de ça, il avait un dessin où il met son pied près du feu, et il y a donc un récepteur de la douleur qui part du pied par rapport au cerveau pour dire hey, je suis en train de me brûler. Et tout ce concept de récepteur de la douleur a été créé à ce moment-là, qui était un progrès énormément à l'époque. Mais il avait aussi, il avait tort. On sait maintenant qu'il n'a pas de récepteur de la douleur, on a des récepteurs d'intensité. Donc c'est pour ça que le chaud et le froid, à un certain degré, donnent la même impression. Le plaisir et la douleur, n'importe quoi à un certain degré donne exactement la même impression. C'est bizarre quand même. Pourquoi? Parce que dès qu'on passe un certain niveau d'intensité, on trigger ces récepteurs d'intensité, et donc maintenant le signal arrive au cerveau, et c'est au cerveau de décider s'il y a danger ou pas. S'il n'y a pas de danger, donc c'est juste intensité, tout va bien, ça peut être inconfortable, mais c'est pas nécessairement mauvais. J'avais bien aimé ton exemple, mettez votre main sous l'eau, mettez du très chaud ou du très froid, au bout d'un moment vous n'êtes plus capable de dire si c'est chaud ou froid. C'est la même chose, c'est exactement la même impression. Et donc, quand est-ce que la douleur arrive? Elle arrive au moment où le cerveau se dit, si on continue comme ça, il y a un danger physique, il y a un danger vraiment de se faire mal, quoi. Mais mal dans le sens, je vais perdre un doigt. Et donc c'est là que la douleur arrive. Donc c'est vraiment le cerveau qui décide s'il y a douleur, intensité. Si le cerveau peut regarder quelque chose en disant, non, j'ai déjà fait ça, la dernière fois je ne me suis pas fait blesser, c'est dire donc c'est une question d'intensité, donc on le ressent très fort, mais ça ne fait pas mal nécessairement. Et c'est là la différence entre la douleur et l'intensité. C'est le cerveau qui décide à quel moment il peut y avoir un danger physique ou pas. Et donc, ça veut dire que si on fait une activité qui va créer, par exemple, un problème au niveau de l'épaule, au niveau du joint, le lendemain je me réveille et le joint ici est complètement niqué, je peux à peine lever le bras, donc le corps va se dire « Ah !» Ce que j'ai fait hier a créé un problème physique qui peut être grave, parce que maintenant que je ne peux plus lever le bras, ça veut dire que je ne peux plus me battre, je ne peux plus grimper un arbre, si l'ours arrive, je suis niqué. Donc la prochaine fois que j'arrive sur cet exercice-là, à cette intensité, le corps va se dire « Ah, je me souviens ce qui s'est passé la dernière fois, je vais envoyer un signal de douleur et maintenant vous avez encore plus mal qu'avant. » Et donc on peut vraiment s'entraîner de manière à avoir mal. Si à chaque fois que vous arrivez à un certain niveau d'intensité, vous vous faites mal, dans le sens blessure, le corps, à chaque fois qu'on arrive près de là, va commencer à envoyer les signaux de douleur de plus en plus tôt, quoi. On va expliquer un petit peu, parce que c'est important de comprendre en quoi le système de Strong Fit pourrait vraiment aider les athlètes et les gens normaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, en fait, j'avais mal, je fais des presses, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe en premier lieu? Je vais chez le kiné, il pense que la zone qui est douloureuse est la zone responsable, en fait. Et donc, par les massages, il va m'enlever la douleur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de forcer d'un côté par rapport à un autre, donc je suis en train de renforcer quelque chose. Parce qu'à partir du moment où j'enlève la douleur avec un massage et du repos, je repars avec le même pattern de mouvement, le même dysfonctionnement parce qu'il y a les mêmes manques, et finalement, je vais réutiliser encore plus cette zone-là. Renforcer le problème. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où, c'est une phrase aussi qui vient de toi, c'est où vous nourrissez un problème, ou vous l'arrêtez. Donc, qu'est-ce qui se passe si je renforce ça? En fait, je vais donner à mon corps un signal qui va devenir de plus en plus fréquent. Donc, je vais aller chez le kiné de plus en plus souvent pour une intensité qui est de plus en plus réduite. L'intensité devient moindre et moi, je réagis de plus en plus vite. Exact. De plus en plus fort, de plus en plus vite. Arrive un moment donné où vous êtes comme moi, où vous vous réveillez le matin et vous n'avez rien fait la veille et vous avez toujours mal. Et maintenant, on commence avec les trucs contre la douleur, avec les pilules contre la douleur, mais maintenant, 6 semaines après, ça passe ça, donc maintenant, il faut accroître les pilules. Et on connaît énormément de gens qui font exactement ça, quoi. Ouais. Mais donc le système peut marcher de l'autre côté aussi. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça la douleur fantôme. Les gens se coupent les mains et 2 ans après, ils ont toujours mal aux doigts. Ce qui n'a aucun sens. Ouais. S'il y avait des récepteurs de la douleur, une fois que la main est coupée, on n'aurait jamais mal. Et on sait tous que cette chose, ça s'appelle la douleur fantôme pour une raison. C'est qu'il y a des gens qui ont perdu des bras ou quoi que ce soit et qui ont toujours des sensations, généralement des douleurs, par rapport à la main qui n'est plus là. Donc ça prouve bien que c'est une question par rapport au cerveau, quoi. C'est pas une question de récepteur de douleur. Et donc, si on va de l'autre côté, si on crée une intensité énorme, quoi, où le corps se dit « Oh mon Dieu, je vais mourir ». Il n'y a pas que le corps qui s'est dit « Je vais mourir ». C'est l'âme aussi, l'âme a souffert. L'âme a souffert beaucoup. Et donc, on va créer cette intensité-là où vraiment on se dit « Ça fait mal, j'ai vraiment mal, mon corps est à un point où c'est pas possible, je vais me réveiller demain ».
ruiné, complètement, je ne vais pas pouvoir bouger. On se réveille le lendemain matin et il n'y a rien. Le lendemain matin, tu te réveilles? Ouais. Non. Pourquoi? Parce que le W weight bearing était très bas, donc j'ai rien mis sur les joints. Même si le sled est très lourd, ça n'a aucune importance parce que ça n'est pas sur les joints directement. Il y avait très peu d'excentrique, c'est-à-dire qu'il n'était même pas courbattu. Et la technique était tellement basse qu'il a pu continuer à pousser jusqu'à vraiment l'impression de mourir, quoi. Ouais. Et il se réveille le lendemain, il vient à la gym et il n'y a rien. Et donc maintenant, le cerveau peut regarder à ce qui s'est passé en se disant « Ah, donc, il y avait toute cette intensité-là et je me réveille le lendemain, il n'y a rien. » C'était peut-être pas si mauvais que ça parce que maintenant j'ai monté l'intensité, monté le flot sanguin, je me sens mieux et je n'ai aucune douleur. Donc la prochaine fois que je vais vers cet exercice-là, le cerveau va te laisser aller plus loin. Et donc tu peux pousser l'intensité juste un tout petit peu plus la prochaine fois. Tu montes, donc ça monte, on va passer ce moment-là où ça fait mal partout, j'arrête. On se réveille le lendemain matin, il n'y a toujours aucune douleur nulle part. Et donc maintenant le cerveau se dit ok, donc ça veut dire que je peux passer encore un peu plus. Et donc si on fait ça les semaine après mois, on peut monter l'intensité toutes les semaines, tous les mois d'une manière extraordinaire en augmentant l'afflux sanguin, augmentant l'intensité qui va créer tous les progrès que je veux, mais en plus le rendre beaucoup plus dur mentalement. Parce que maintenant, au lieu de s'habituer à la douleur, il s'habitue à l'inconfortable sans l'associer à la douleur. Et donc, physiquement, mais aussi mentalement, il est beaucoup plus fort qu'avant. Parce que maintenant, il comprend la différence entre l'intensité et la douleur. Il comprend qu'être inconfortable, à moins qu'il y ait un dommage physique, ça n'est pas grave en vérité. C'est simplement suck it up, dure 2 minutes de plus. C'est comme ça qu'on va de l'avant, quoi. Et donc, pour moi, tout ce qui est sled est très important pour ça, parce que physiquement, c'est très important, mais mentalement, pour moi, ça l'est encore plus, de manière à pouvoir comprendre la différence entre la douleur et l'intensité. Dans la vie de tous les jours, généralement, on s'arrête de faire des choses qu'on veut faire parce qu'on a peur de la douleur. Ouais. On a peur de ne pas être confortable, quoi. On a peur de l'inconfortable, on a peur de voyager, on a peur d'apprendre des choses nouvelles parce qu'on a peur de l'inconfortable, parce qu'on associe l'inconfortable à la douleur. Et c'est pour moi la plus grande faute qu'on puisse faire, c'est ça justement. Il y a tellement de choses dans la vie qu'on ne fait pas à cause de ça. Il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, qu'ils ne comprennent pas la vie que j'ai de tous les jours, où je voyage toutes les semaines dans le monde entier en disant mais moi je ne pourrais pas le faire, ça me ferait peur, vous n'avez pas de maison nulle part, vous allez avoir un burn-out. Et à chaque fois je les regarde en disant mais vous êtes barjot, c'est la meilleure vie possible. Mais pourquoi? Parce qu'ils regardent le côté, oui mais moi ça me ferait mal, j'aurais mal de faire ça, je me sentirais pas confortable. Je dis ouais, ok, mais je me sens pas confortable tous les jours et alors ça fait partie de la vie de pas être confortable. Mais parce que j'en suis arrivé à un moment avec l'entraînement où je connais vraiment la différence entre les deux, donc si j'ai pas mal physiquement, tout va bien. Moi, si c'est inconfortable, je regarde même pas. Je passe juste au travers, ce qui me permet de faire ce que je veux avec ma vie. Donc c'est une grande leçon dans la vie de pouvoir comprendre la différence entre l'intensité et la douleur. Et donc, ça c'est quelque chose vraiment pour moi qui est très très important, c'est de pouvoir montrer cette intensité à tout le monde. Et je ne parle pas simplement qu'aux athlètes. Ouais. J'ai fait la même chose avec la grand-mère de ma fille, quoi, qui n'est pas vraiment sa grand-mère, qui est quelqu'un qui s'en est occupé depuis qu'elle est très jeune, une cliente à moi. Et elle a plus de 60 ans et je lui ai fait faire exactement la même chose. Au début, elle avait peur d'avoir une crise cardiaque et en vérité, à la fin, elle a poussé comme tout le monde. Et donc, ça lui a permis de faire des choses, surtout à plus de 60 ans, qu'aucune de ses copines de son âge ne pouvait faire. Parce que plus dur physiquement, mais surtout plus dur mentalement. Plus dur mentalement. Ouais, beaucoup plus. Et imagine dans le monde du sport, qui n'a pas besoin de ça? Ouais. Et justement, on va en parler un petit peu. Ouais. On a parlé beaucoup des blessures. Ouais. Maintenant, on va switcher un petit peu sur ce que tu avais fait avec Invictus. Et tu avais mis en ligne une programmation, template, une programmation que vous pouviez suivre en fait, et qui permettait d'équilibrer la boxe, qui était à faire au moins une fois par semaine. Et cette programmation, les athlètes d'Invictus l'ont faite, et j'ai vu quelques vidéos, donc du coup maintenant ça me paraît familier quand je vois l'état dans lequel on a fini avec les gars du séminaire et de la Coaches Week. Quelle était l'idée sous-jacente, sachant que c'est des gens qui rentrent quand même dans la haute intensité avec le CrossFit, quelle était l'idée sous-jacente, maintenant on a une partie de la réponse, mais quelle était l'idée sous-jacente à mettre en place une fois par semaine ce genre d'activité? Donc